Christophe Fnac Darty, agitateur de curiosité, le côté Fnac, contrat de confiance côté Darty, un doux mélange des deux. Et dans quelques instants, je t'inviterai à présenter ta maison. Et puis Claire, toi, tu joues à domicile. Si Christophe est effectivement patron de la relation client pour Fnac Darty, toi tu pilotes l'ensemble EMIA pour le compte d'Orange. Et donc une fois de plus, merci de vous prêter à ce jeu, de pouvoir témoigner des innovations technologiques que vous avez pu mettre dans vos deux organisations. À travers un jeu de questions-réponses qu'on a filé en amont, ça vous étonnera pas, mais du coup Christophe, voilà, si tu peux nous dire quelques mots de présentation de Fnac Darty et peut-être ce lien, cet ADN d'innovation qui est dans les deux berceaux. Merci Maoli. Alors, avant de répondre à cette question, je ne sais pas comment vous vous sentez ce matin, mais moi, là, on a pris une bouffée d'inspiration, de vision et aussi beaucoup d'humilité. Et on a parlé d'innovation, et en fait, en parlant d'innovation, on a beaucoup entendu parler de culture et d'histoire. Et ça, je pense que c'est assez frappant. Et évidemment, là, le thème, c'est innovation technologique et relations clients avec Claire. Et moi, je veux quand même vous parler un peu d'histoire parce que je pense que c'est important. Vous connaissez tous Fnac Darty. Ça, je ne vais pas vous faire l'article. En revanche, c'est important de savoir d'où on vient. Ce sont des enseignes qui se sont développées dans les années 50. Qui ont accompagné des générations de consommateurs. Voilà. Alors il faut savoir que la Fnac, au départ, c'est deux entrepreneurs trotskistes. Voilà, ça c'est le capitalisme à la française, qui ont monté la Fnac. Et puis alors maintenant on parle beaucoup d'entreprises à mission. À l'époque, la mission de la Fnac, c'était d'éradiquer l'illettrisme dans la France d'après-guerre. Donc le rapport à la culture de la Fnac, il vient de là aussi. Vous voyez, donc je vous parle de ça parce que c'est touchant. Moi, ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans le groupe, d'abord Darty et ensuite Fnac Darty, mais c'est une histoire très très forte. Voilà. Et quand on pense futur, quand on pense innovation, il faut aussi se rappeler d'où on vient. On n'est finalement que les héritiers. Et l'histoire Darty, je la connais un petit peu mieux parce que j'ai eu la chance c'est trois frères Darty, des survivants de la Shoah. Qui étaient dans le domaine de la confection. Ils faisaient la confection de costumes sur mesure, et puis par hasard, quand le génie bénéficie d'un petit coup de pouce du hasard, ils se sont lancés dans l'électroménager dans les années 50, mais avec le souci, comme dans la confection, d'apporter du service, du sur-mesure. Et c'est ce qui a donné lieu à une innovation absolument incroyable dans les années 70, qui est le contrat de confiance. Finalement, on fête les 50 ans du contrat de confiance cette année. On se dit, en fait, dans les années 70, la notion de service a été aussi disruptée, comme on dit maintenant, par cette histoire qui, je trouve, formidable. Et encore, il y a plein de choses dont on pourrait parler, qui avaient été évoquées ici il y a quelques années encore. Je crois le bouton rouge, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur vos frigidaires. Bref, cette notion de capter de la data intelligemment et au profit du client, énormément de choses. On parle de data, Orange, c'est un peu ton sujet. Mais du coup, peut-être une présentation d'Orange sur justement cet angle innovation. Donc, alors, avant de présenter Orange, moi je tiens à dire que je suis une grande fan de tes deux marques, de Darty, je n'achète mes produits que là-bas, et de la Fnac pour l'achat de mes livres avec tout le conseil qui va bien. Moi j'adore ça, la Fnac. Je suis une grande fan. C'est à ce moment-là, Christophe, où tu pourrais dire ça fait longtemps que je suis un grand fan d'Orange. Non, il n'a pas prévu. J'aimerais qu'on ait ça dans la boîte. C'est encore mieux. J'ai travaillé, j'allais dire dans les PTT. J'ai travaillé chez France Télécom de 92 à 97. Ce que je disais à Claire, c'est que je suis venu ici la dernière fois en 1997 dans ce bâtiment. Donc ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs ce matin en arrivant. Donc tu voulais que j'évoque l'innovation en chiffres. Tu m'as demandé de donner des chiffres. Donc l'innovation chez Orange, c'est à peu près 10 000 brevets en portefeuille, dont 500 sur l'IA ou la data. C'est 600 millions d'euros investis. Et ce sont 8000 collaborateurs, dont 680 chercheurs. Donc vraiment un investissement massif. Et depuis 10 ans, un gros focus sur la data et l'intelligence artificielle. Le groupe, c'est vraiment deux jambes. Il y a une première jambe qui est l'expérience client et une deuxième jambe qui est l'innovation au service de cette expérience client et au service de la relation client. Parce que on a vu dans toutes nos études, quand on demande aux clients quels sont vos facteurs clés de la perception de la marque Orange,
Ils nous disent les offres, les prix, bon, ça va en baissant. 2, les réseaux, et ça, ils vont être de plus en plus loués, partagés, donc ça va être difficile de se différencier avec ça. Et 3, le troisième vraiment grand critère très important pour nos clients, c'est la relation client. Donc la relation client comme vraiment puissant moteur de ce qu'on appelle le brand power. Et puis, l'innovation, elle est aussi au service de l'interne. On développe beaucoup de choses pour nous-mêmes. Et donc, par exemple, chez Orange, si on a une requête à faire, par exemple RH, on a un bot qui s'appelle Jingo à notre disposition, à qui on peut dire, j'ai besoin d'un certificat de travail, j'ai besoin de tel ou tel outil, je pose telle ou telle question RH, et qui nous répond immédiatement. Et on a un vrai self-service digital RH. Bien entendu, on peut toujours parler à un humain, on a des RH de proximité. Top. Merci beaucoup Claire, merci Christophe pour cette présentation. On parlait de culture, l'importance de la culture, en quoi elle drivait, elle pouvait effectivement orienter vers justement cette innovation client. Quand on a eu ce premier échange, Christophe, où tu m'as sauvé la vie en me disant oui, j'accepte de témoigner, quand j'ai parlé de quelles étaient justement ces innovations technologiques dont tu souhaiterais partager. À ma surprise, effectivement, tu as évoqué justement les réseaux sociaux, parce qu'on pourrait se dire, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui date. Et en fait, tu me disais à quel point, dans un temps qui n'est pas encore si lointain, ça t'avait vraiment permis de bousculer et de restructurer presque une grande partie de l'organisation pour l'orienter vers le client. Est-ce que tu peux justement nous parler de cette innovation technologique que peut être les réseaux au service des clients et également de tes collaborateurs et de ta mission ? Merci beaucoup. Alors effectivement, c'est, je pense, un point assez important que je souhaite partager avec vous. Déjà, cette innovation, elle n'a pas été voulue. C'est-à-dire qu'on a fait des tests, on s'est planté plein de fois. Tu parlais du bouton rouge, qui est à la fois, tout le monde s'en souvient comme un truc assez génial, et ça a été un flop technologique, un flop commercial terrible. Donc j'ai quand même passé mon temps à faire beaucoup de flops, et puis parfois il y a des trucs qui fonctionnent. Et effectivement, en 2018, après le rachat de Darty par Fnac, on voulait devenir, enfin, on était déjà un e-commerçant puissant et on voulait vraiment renforcer ses capacités. Plutôt pas mal 2 ans avant la crise sanitaire. Et à côté de ça, moi, je regardais la relation client et puis je regardais les KPI et j'avais vraiment des parcours qui étaient mauvais avec des NPS, puisqu'on est tous soumis à la dictature du NPS, qui était vraiment assez mauvais certains parcours, et en particulier sur le mail. Et j'ai dit, on va essayer de faire autre chose. Et on a commencé par le chat. Et puis on a gagné 10, 15, 20, 30 points de NPS. C'était côté Fnac. Voilà. Et puis après, on s'est dit, tiens, on va tenter un peu les réseaux sociaux, etc. Puis on s'aperçoit que ça correspond aussi aux attentes. Donc on a fait beaucoup de tests. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, alors côté Fnac, par exemple, on était à 12% de contacts digitaux début 2019. Là, on est à 56%. Vous voyez, sur 4 millions de contacts, c'est quand même énorme. Évidemment, la crise sanitaire est passée par là. Évidemment, on a fait plein de tests et on s'aperçoit aujourd'hui, mais sans surprise, on est tous consommateurs, tout le monde est sur son portable et évidemment, accéder à un service consommateur via WhatsApp, via Google Messages, via Apple Messages, c'est des choses qui sont finalement qui devraient être assez banales. Et nous, ça a eu beaucoup de conséquences. Déjà, un niveau de satisfaction quand même très élevé. Des clients. Donc là aussi, on a encore gagné des points. On se dit, ouais, super, on n'a pas fait exprès, mais on a gagné des points. 2, les collaborateurs adorent. Pourquoi ? Parce que quand vous avez le client au téléphone, vous avez le stress du client, il est où mon colis ? Demain c'est Noël, j'ai besoin de mon frigo, etc. Donc vous avez un stress qui fait que parfois, vous n'avez pas le temps de donner une bonne réponse, vous avez du mal à gérer votre propre stress, alors que quand vous avez un léger décalage temporel, ce qui peut être le cas avec le chat ou avec les messageries instantanées, aujourd'hui on répond en moins de 4 minutes sur WhatsApp, ce qui est quand même plutôt une très belle performance. En 4 minutes, vous avez l'occasion d'être intelligent, vous avez l'occasion de demander aux personnes à côté la bonne réponse, et vous êtes beaucoup plus pertinent. Donc ça a été vraiment une révolution. Et le niveau d'engagement des collaborateurs est plus élevé parce qu'ils savent que quand ils répondent à un tweet rageur de quelqu'un qui a 800 000 followers, ils se sentent vraiment investis d'une mission de community manager. Je les appelle toujours des influenceurs de la marque. Donc ça a eu beaucoup d'impact interne, externe. Et le dernier, qui est quand même la cerise sur le gâteau, c'est que finalement, une réclamation client qui vient par téléphone, honnêtement, on ne les voit pas passer. On ne sait pas ce qui se passe. En revanche, quand j'ai un collaborateur qui contacte un magasin en disant ton client, il a dit sur Google, il a dit sur Twitter ça de ton magasin, je peux vous dire que
le directeur de magasin, le directeur de la livraison, le directeur de la SAV, ils se mettent au garde à vous. Ça veut dire que le client, il a pris le pouvoir sur les marques grâce aux réseaux sociaux, et nous, le service client, on prend le pouvoir finalement en interne. Vous voyez, donc au niveau d'empowerment, c'est quelque chose d'assez formidable pour les collaborateurs et évidemment pour les clients. Donc, en repositionnement, qui allait, je crois, jusqu'au fait de renommer les fonctions des personnes. Alors oui, ça c'est la petite. Alors c'est assez mesquin de ma part, hein, parce que dans les dernières vagues de recrutement qu'on a fait l'été dernier, au lieu de dire qu'on recrutait des conseillers en service client, on a dit on cherche des community managers au sein du service client. Donc ils font exactement le même métier, ils sont aussi bien payés, mais on a attiré des gens qui venaient d'univers différents, quoi. Ouais, donner ses lettres à un métier qui en a pas forcément. Enfin, je trouve ça vraiment intéressant, quoi. L'influence. Les réseaux sociaux, beaucoup d'informations, beaucoup de data. Ça tombe bien, c'est le sujet également que tu vas partager avec nous ce matin sur finalement le data IA. Je crois que tu sors tout juste d'une expérimentation. Je crois que la peinture est encore fraîche, très fraîche. Simplement, il y a certaines choses dont tu peux nous parler ce matin et du coup, ravi de t'écouter à ce sujet. Alors, je vais peut-être commencer par ce sur quoi on n'est plus en expérimentation, ce qui a déjà été lancé avec de l'IA normale, entre guillemets, l'IA qu'on connaît tous. Je vous parlerai après de l'IA générative, celle de la génération ChatGPT ou Midjourney. Pour ce qui est de l'IA, donc nous, on fonctionne au niveau groupe vraiment comme une espèce de gros laboratoire. Je m'explique. Donc, il y a 8 filiales européennes et 18 africaines. Et ce qu'on fait, c'est que chaque filiale va prioriser un cas d'usage de l'IA, va le tester, le mettre sur le marché, et ensuite, le retour d'expérience qui est fait dans le pays peut servir l'ensemble des pays d'Orange. Et donc, pour donner des exemples, on a testé, par exemple, en Europe de l'Ouest, l'intelligence artificielle pour faire du management et de la prévision des flux en service client. Ça fonctionne super bien. Quand on met ça en place, on a un résultat de réponse au premier appel, au premier contact, ce qu'on appelle le first call rate, tu connais bien, qui est à 82%. C'est un excellent score. On a mis en place des bots vocaux dans certains pays d'Europe de l'Est qui génèrent une satisfaction client énorme et qui intègrent aussi de l'IA. On a mis en place en Pologne une offre de biométrie. Donc, si vous acceptez qu'on authentifie votre voix, donc vous dites « Ok, j'accepte », on va la sampler, on va faire un échantillon, et quand vous allez appeler le service client, on ne va pas vous dire « Bon, alors, qui êtes-vous ? Donnez-moi votre numéro de service client », on va vous dire « Bonjour Marie-Julien, on a tout de suite la vue sur votre dossier, ça va en un clin d'œil. » Et là, la satisfaction, elle est à 88%, parce qu'on gagne du temps, parce qu'on a tout de suite la réponse à nos attentes, c'est super efficace. Et puis le dernier exemple que je voulais donner, aussi dans un pays de l'Est, c'est qu'on a mis en place une espèce de fonction Uber pour l'installation à domicile. Donc si vous avez pris rendez-vous avec un technicien pour installer, réparer chez vous, eh bien comme sur votre appli Uber, vous savez qu'il va venir le matin et vous allez pouvoir suivre que là pour l'instant il est à tel endroit dans la ville et qu'il va arriver à peu près dans 1 heure chez vous. Donc comme si vous attendiez un taxi Uber. Géolocalisation, exactement. Et donc sur ces sujets, effectivement, IA et de mise en forme, effectivement, des données. Christophe, il me semble que lors de l'échange, tu nous as parlé effectivement de la visio. Alors je sais que beaucoup ont essayé de s'y expérimenter dans le cadre du service client, dans le cadre de la vente. Je crois que c'est quelque chose qui a été déployé, je veux dire presque opportunément, juste avant ou pendant la crise du Covid, où les magasins étaient fermés, mais finalement, on pouvait avoir un espèce de vendeur augmenté. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette appropriation de la visio et de la visio réparateur, peut-être en quelques mots? Il y a peut-être une résonance avec les services réclams. Alors, la visio, là aussi, c'est vraiment j'allais dire c'est un chemin de croix, c'est beaucoup d'humilité parce qu'on on a fait beaucoup de tentatives depuis 2014, subi beaucoup d'échecs, et finalement, effectivement, il y a quelques use cases, comme on dit en bon français, qui nous permettent de dire, là, il y a quand même quelque chose. En mai 2020, vous vous rappelez, les magasins rouvrent, mais on s'est dit, pendant combien de temps, quoi. Donc, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Donc, on a préparé, et d'ailleurs, c'est toujours d'actualité. C'est-à-dire que si vous allez sur le site de la Fnac ou de Darty, en ce moment même, vous pourrez faire le test, vous pouvez accéder à un vendeur en magasin en visio. Voilà. Alors, on vous laisse le choix, parce que le problème de la visio, c'est aussi un peu la confidentialité. C'est-à-dire que les gens, parfois, ils ne veulent pas que
les personnes les voient. Donc il y a toujours cette barrière qui existe, mais aujourd'hui on fait, 3 ans après, on fait quand même 300 000 sessions entre des clients et des vendeurs qui sont en magasin, sur la surface de vente, qui peuvent vous montrer les produits grâce à la visio. Et honnêtement, c'est bien parce que ça permet aussi aux clients, quand ils surfent sur le web, d'avoir finalement le conseil de l'expert Fnac sur tel ou tel domaine qui est un peu plus pointu et qui nécessite une expertise sans avoir à se déplacer. Donc ça rencontre. Alors 300 000, on a plus de 12 millions de contacts, donc il faut rester raison gardée, mais c'est quand même pas mal. Et puis effectivement, le deuxième use case, c'est, et on l'utilise en assistance technique côté Darty, puisqu'on on a plus de 4 millions de contacts liés à l'assistance technique, à la réparation, c'est de la visio au sens les yeux du technicien à domicile. Voilà. Donc là aussi, il y a beaucoup de barrières en interne. Il faut le voir, hein, c'est plus en interne que vis-à-vis du client, parce que le technicien il dit non mais moi, je connais déjà le cas, j'ai pas besoin de ça, etc. Donc on en discutait tout à l'heure à la pause, mais on est je crois des très gros faiseurs en visio assistance technique. On en fait entre 6 et 7 000 par mois qui précèdent une intervention technique à domicile. Voilà. Et donc c'est plus efficace, ça donne aussi un niveau quali important, puisqu'il y a toujours un petit effet chez Darty, c'est une vieille enseigne, mais enfin ils ont des trucs assez modernes quand même. Donc voilà, c'est plutôt pas mal comme expérience. Top. Côté Orange, là on parle de visio, la vue, il y a le son aussi. Je crois que vous avez notamment, alors parmi d'autres innovations, mais lancé les vocaux, le fait de pouvoir recueillir le feedback. Alors, effectivement, mais avant d'en parler, j'ai quand même je vais vous expliquer un peu ce qu'on teste avec l'IA générative en ce moment au sein d'Orange. Donc, on teste dans différentes filiales, un peu partout, en Europe, en Afrique aussi. Et donc, effectivement, dans un des pays d'Afrique, on a mis en place un test qui consistait lorsqu'un client a eu un contact avec nous, non plus lui dire, après un appel, après une visite en boutique, tiens, remplis ce petit questionnaire pour nous dire si tu es content, juste lui envoyer un petit SMS, il clique dessus et il enregistre vocalement comment il a vécu son contact avec Orange. Ça s'est bien passé, on a résolu son problème, etc. Donc ça, c'est une solution qui est externe, on travaille avec un partenaire. On a de l'IA générative derrière qui va transcrire immédiatement la voix en texte, qui va non seulement la synthétiser, l'analyser, voir si c'est positif, négatif, puis la structurer, dégager des tableaux de bord et ensuite injecter dans le CRM toutes ces données. Alors on l'a testé sur un pays d'Afrique. Ce qu'il y a, c'est que ce qu'il n'y avait pas dans sa possibilité, cette IA générative, c'était la capacité à comprendre deux langues parlées dans la même phrase. Il se trouve que le pays dans lequel on l'a testé, dans sa culture, on parle un petit peu dans une langue et puis un petit peu dans une autre au sein d'une même phrase. Donc ça a un peu perdu et perturbé notre IA, mais on travaille à l'améliorer. Et le test and learn, effectivement, une mission de base. Je suis sûr qu'il y aura des questions par rapport à ce qui vient d'être évoqué. Moi, j'ai peut-être une dernière, entre guillemets, pour vous deux. Deux entreprises, on l'a noté, qui sont nées avec une tête dans l'innovation, dans la perspective, la prospective. Comment vous voyez, vous anticipez peut-être quelques innovations à venir? Et puis, la question qui sera notamment abordée par Eric tout à l'heure, c'est aussi peut-être le rapport ou la relation entre la technique, l'humain et finalement notre place, nous, marque, par rapport aux attentes de nos réclamants, dont on disait encore tout à l'heure effectivement que le contact humain est très important. Oui, je pense que si on est tous dans cette salle, c'est qu'on croit aussi au contact humain. Tout à l'heure, dans les interventions, il y avait des choses très très fortes que je partage, hein, toucher le cœur des clients. Enfin, de toute façon, et ce contact, et d'ailleurs, plus l'économie sera digitalisée, plus chaque contact doit être topissime, parce que dans un monde finalement un peu froid, c'est la chaleur humaine, c'est la proximité, même à distance, qu'on doit recréer. Donc ça, c'est un point très important, et je pense que on en est tous convaincus. Moi, il y avait deux choses que je voulais partager avec vous sur un peu à la fois cette actualité et puis demain et la place de l'humain. C'est que les call centers, j'en parlais tout à l'heure quand je dis nous on essaie de créer des organisations collaboratives. Ça veut dire en finir avec des organisations terroristes telles qu'on les connaît depuis 30 ans dans les call centers. Parce que c'est ça la réalité. Avec des gens à qui on demande de faire ça
pour le client et qui ont que ça en périmètre de jeu. Donc nous, c'est ce qu'on fait. On a mis en place des organisations assez ouvertes avec des strates hiérarchiques très faibles, avec beaucoup de... Tout à l'heure, j'entendais parler de subsidiarité, mais on va dire de délégation totale. Des organisations, allez, je vais oser un gros mot, agile ou ouverte. Donc ça, moi, j'ai testé ça sur... Enfin, c'est plus que testé. J'ai 200 personnes qui travaillent sur ces organisations ouvertes avec plein de choses positives en termes d'engagement. Alors, c'est pas si facile que ça, hein, mais globalement, il y a des choses très, très positives. Et puis la deuxième, puisqu'il faut allier aussi l'humain à la technologie, hein, on ne peut pas dire c'est l'humain versus la technologie, c'est faux. Moi, je voulais partager avec vous une réflexion sur laquelle nous, on travaille, et moi, je souhaiterais ouvrir cette discussion avec d'autres sociétés là-dessus. C'est, moi, j'ai mis en place dans mes call centers, c'était en 2001, je bossais pour une boîte américaine, on m'a dit, on a un truc génial, 2001, le NPS. Vachement bien et tout. Et là, on est en 2023. Je pense que tout le monde parle de NPS. Et on sait tous, enfin je pense, hein, mais là je suis prêt, que ça inclut pas mal de biais. Déjà, ça ne retranscrit pas forcément l'expérience relationnelle, émotionnelle que peut avoir le client avec des points de contact. C'est souvent une expérience différée. Ça inclut beaucoup de biais, parce que la recherche à la performance du NPS inclut aussi d'autres biais. Donc, moi, je travaille avec d'autres experts sur... Et je pense qu'en France, on a en plus les ressources. Alors moi, je vais oser contredire Rami, mais il est parti, donc je peux le faire. Je pense qu'on a un savoir-faire en France en service client qui est dingue. Évidemment, on ne fait pas tout bien, mais enfin, je pense que... Voilà. Et je pense qu'on est capable de créer quelque chose en intégrant l'IA pour mesurer cette qualité émotionnelle, relationnelle, en live sur chaque interaction. Le speech analytics, la détection de conversation. Et ce qui, pour moi, fait la différence, c'est vraiment, est-ce qu'on est capable de savoir si le client a vécu une belle expérience relationnelle sans avoir besoin de lui envoyer un questionnaire, quoi. Est-ce qu'on a bien fait notre métier, tout simplement, avec ce moment de quelques minutes où on en garde un souvenir soit positif, soit négatif. Voilà. Donc là-dessus, voilà, ça c'est, je pense, un point sur lequel on travaille. J'aimerais, voilà. La marque te tend les bras. Et d'ailleurs, tu pourras trouver des éléments de réponse du côté de Toyota, notamment, qui a créé ce qui s'appelle le Sentiment Score, et qui répond en grande partie, qui te permettra probablement de gagner du temps dans cette quête. Claire, en termes de perspective, surtout qu'en plus avec un périmètre qui est large et qui permet peut-être d'avoir ou de voir ou d'imaginer différentes évolutions en fonction des pays, en fonction des continents, quelles sont côté Orange et de par la place privilégiée qui est la tienne, ces évolutions peut-être technologiques, ces innovations, et puis pareil ce rapport quelque part entre l'humain et la machine qui, on l'a bien compris, ne doit pas être opposé. Alors, il y a de très nombreuses innovations, mais si je m'attache juste à la partie intelligence artificielle générative, je dirais qu'elle va nous permettre d'atteindre nos ambitions, qui sont de produire un service client de qualité, de faire de la proactivité, de répondre vite aux attentes de nos clients et de faire en sorte que on leur propose toujours ce qu'il y a de mieux pour eux. Donc ce qu'on voit avec l'intelligence artificielle générative, c'est qu'on va pouvoir à la fois analyser tout un tas de données, et je pensais tout à l'heure à ce que nous expliquait Carrefour en disant je regarde tous les WhatsApp pendant la nuit. L'intelligence artificielle générative va permettre de, le synthétiser, le ramener sous forme de quelque chose de très structuré, avec le plus, le moins. Et donc, il va peut-être pouvoir un peu plus dormir la nuit avec ce type de technologie. Mais en tout cas, nous, on le teste déjà, par exemple, au Luxembourg, où toutes les conversations, tous les contacts qu'a eu un client avec Orange, donc une conversation avec un bots, un email, un appel en service client, une visite en boutique, ça c'est réuni dans un outil qui va le synthétiser, qui l'envoie directement à l'agent pour dire voilà la somme des contacts qui a été avec nous, voilà la synthèse, voilà ce qui se passe, ce qui fait que quand il va prendre le client en ligne, il va gagner un temps fou et surtout il va être beaucoup plus efficace. On travaille aussi sur des outils pour pousser de l'anticipation, comme le font Netflix. Quand vous regardez des films, ils vous poussent les films qui correspondent à vos goûts. De la même façon, on travaille sur le développement de ce type de solutions dans les télécoms. Et pour conclure, je dirais que l'humain, oui, au cœur, dans notre stratégie,
J'ai juste une On a- bouteille de Red Bull, si tu T'inquiète. veux, Ah, pour boire non. derrière, mais j'ai pas d'eau. Si quelqu'un a de l'eau pour Claire, ça serait sympathique, au moins pour les questions-réponses. Merci. Dans nos stratégies, l'humain, on a dit, voilà, chez Orange, il y aura toujours un humain possible à contacter. Ça, c'est le cœur. On sait qu'il va être augmenté par l'intelligence artificielle. On sait que ça va être simplifié. On développe des bots pour les agents, au service des Continue, agents. Je te donne une gorgée de Red Bull, ça ira mieux. Merci. Le temps que la bouteille d'eau arrive. Je t'en prie. Donc, on développe des bots pour les agents. Donc, c'est vraiment un bot qui n'est pas en contact avec le client final, mais qui donne à l'agent toutes les informations dont il a besoin, l'aide pour la prochaine réponse. Donc ça, on essaie d'augmenter un petit peu nos personnes qui sont en front. Je vais être... Oui, non, mais Après, je vais être super non, stressée. mais c'est pour toi, parce que je sais ce que c'est que d'avoir un chat dans la gorge et d'être incapable de parler Non, et merci. de dire ça va arriver, et ça n'arrive pas. Je vais être comme ça. Voilà, donc Donc on leur propose des outils. Voilà, l'expérience client, merci. merci. La simplification. Merci beaucoup. Je vais Donc- cacher ça, sinon ça va finir par faire désordre à la télé. Oh là là, Oh, la culture client, on est gâtés, hein. FDJ. on est gâtés. Voilà, Donc merci. juste pour revenir, donc l'humain vraiment en centrale, il n'y a aucune intelligence artificielle qui sait gérer de l'émotion. La seule entité en capacité de le faire, c'est un être humain. Donc de toute façon, l'humain sera toujours là et sera toujours au cœur. On va juste lui donner des outils pour qu'il travaille mieux, plus efficace, plus simplement, que ce soit moins pénible. Le deuxième point, c'est que on a aussi l'interne. Orange est déjà en train de déployer des formations et toute la structure qui va bien pour qu'on puisse, chacun d'entre nous, utiliser, programmer une intelligence artificielle générative sécurisée. Donc ça, c'est vraiment une grosse mise en route pour que chaque salarié d'Orange puisse bénéficier, utiliser au mieux l'intelligence artificielle et que chaque client Orange puisse aussi, du coup, avoir un service client de meilleure qualité, plus proactif, plus efficace, plus en réponse avec ses attentes. L'appropriation, culture, ce qui est évoqué effectivement ce matin. Bah, merci à tous deux pour d'avoir ouvert les échanges. Beaucoup de choses ont été dites de manière rapide, mais voilà, on a quelques minutes pour pouvoir creuser. Ensuite, vous avez tout le cocktail qui vous permettra aussi d'échanger avec Claire et Christophe. Alors, je ne sais qui se lancera pour la première question. Voilà, une première question. Myriam, hop, je vais te passer le micro. Merci. Bonjour, Myriam Jacquet, Orange. J'avais une question pour Christophe. Vous expliquiez que vous faisiez de la visio avant d'aller chez le client pour le technicien. Après, il va chez le client. Est-ce que vous faites la boucle retour des informations que le technicien pourrait glaner pour vérifier que ce que vous aviez eu comme information sur le logement, etc., ou tout type d'informations dont vous avez besoin pour des futures livraisons ou des futurs passages, ça remonte et est-ce que c'est logué quelque part de façon à ce que vous gagnez du temps au fil des années? Ça sent l'expérience client où le code porte n'est pas remonté. C'est ça, non? Je dois me tromper? Ouais, c'est ça. Alors oui, sur les slides, tout est nickel. Le process, c'est imparable. Parce qu'effectivement, on a les outils dans l'an pour remonter l'information. Après, on est... comme beaucoup de sociétés qui ne sont, on n'est pas digital native, donc on a des systèmes avec souvent des ruptures finalement informatiques. Et il se peut que la mise à jour des bases de données ne soit pas faite de manière ni en temps réel, ni de manière adéquate. Et parfois, c'est une mauvaise information qui prend le dessus sur la bonne information. Ça nous arrive de temps en temps. Donc oui, sur le principe, il y a des boucles retour à la fois sur les équipements du client, sur les données, on va dire les données adresses, etc. Et surtout sur le diagnostic. Est-ce que le diagnostic qu'on a fait à distance correspond à ce qui a été vu? Et si le diagnostic n'est pas le bon, il y a une boucle retour. Honnêtement, on a encore un gros boulot, vraiment, hein, pour optimiser ce flux d'informations. Voilà. Donc voilà, il y a la théorie et puis il y a la pratique. Si vous avez un problème, je prends toutes les réclamations. Pas la peine de m'écrire sur LinkedIn. Pas besoin de demander à Rami. Christophe s'en chargera. Il y a des questions aussi qui peuvent être posées sur la plateforme et il semble qu'il y en ait. Donc Mathieu. Oui, il y en a une pour Orange. C'est quel est le coût de la minute de votre IA vocale pour recueillir les avis clients?
Si j'avais un coup à la minute, j'aimerais bien le savoir. Non, aujourd'hui, on est vraiment en pilote. Donc, en fait, on est dans une phase où on n'a pas encore assez de recul sur, je dis bien avec l'IA générative. Donc, on n'a pas encore assez de recul pour analyser le retour sur investissement et les coûts. Ce que je peux vous dire, c'est que quand on parle avec d'autres marques qui ne sont pas forcément des telcos, ce qu'ils me disent, c'est que voilà, ceux qui sont les plus avancés en matière d'IA générative, c'est à peu près 1 an de mise en place et 6 mois de retour sur investissement pour des solutions avec l'IA générative. Voilà, dans certains domaines, c'est peut-être pas valable pour nous, mais j'ai peu de retours à donner. Avant à ce stade. D'autres questions sortent du bois, peut-être, dans le cadre des échanges, et tu as le droit de me taper dessus très fort et très vite si jamais je brandis une question qui ne doit pas être la bonne. Mais j'ai cru comprendre qu'il y a des organisations de fait qui anticipent ces questions d'innovation, d'intelligence artificielle générative. Et aujourd'hui, les marques, globalement, semblent avoir pris cette décision de ne pas permettre à l'IA de donner une réponse sans qu'elle ne soit contrôlée. Oui. Donc on utilise au sein d'Orange une norme internationale qui est un standard international de l'expérience client et de la relation client, et on est au bord de cet organisme aux côtés de Amazon, Uber, Google, Apple, etc. Et on s'est réunis là en cette année et autour de l'IA, et on était tous d'accord pour une chose, c'est-à-dire, oui, on va tous utiliser l'IA générative pour produire du contenu qui va aller au client au final, gagner du temps, mais par contre, aucun d'entre nous n'acceptera que cette information produite par de l'IA générative aille directement au client. Ça veut dire concrètement qu'il y aura toujours un contrôle, parce que, on le sait tous, il y a plein de risques avec l'IA, l'hallucination, la sécurité des données, l'éthique, l'écologie, ça prend beaucoup de ressources, l'IA. Et là-dessus, Orange a vraiment une posture à la fois engagée et prudente pour se dire, voilà, comment est-ce qu'on utilise au mieux l'IA. Et elle a d'ailleurs monté une association là-dessus pour justement travailler sur le bon usage de l'IA. Question de bon usage qui fera peut-être un pont avec ce que nous dira tout à l'heure Eric, notamment par rapport aux questions d'éthique, et je le vois sourire et je m'en réjouis. Peut-être des questions très pratiques sur, on a évoqué des questions de visio, on n'est pas rentré dans le détail pour des questions de temps, que ce soit de la visio, que ce soit des vocaux, que ce soit autre, voilà, n'hésitez pas. Et puis écoutez, merci beaucoup. Ah si, pardon, Sandra de Saint-Gobain. Oui, bonjour, la question est plutôt pour Christophe. Au niveau de la visio, est-ce que vous avez réussi à mesurer votre taux d'achat suite effectivement à une visio en magasin? Est-ce qu'il y a un retour sur investissement par rapport à cela? Oui, on a réussi à mesurer le retour sur les achats des clients. J'ai répondu à votre question. Non, alors, alors il y a encore des trucs qu'on n'a pas réglés. Parce que la vente à distance, c'est différent de la vente physique. Le premier problème qu'on n'avait pas mesuré, on va le résoudre, c'est que le client, il peut appeler, il peut nous contacter des 4 coins de la France, et il va tomber sur le magasin, un magasin parisien, on a plusieurs centaines de magasins, donc il ne va pas tomber sur le magasin de son choix. Mais lui, il pense qu'il va tomber sur le magasin, et, voilà, et le client dit, est-ce que vous avez ce produit-là dans vos stocks? Et donc, il faut changer. Moi, on a beaucoup de problèmes parfois parce que le vendeur, il regarde dans son stock du magasin. Mais là, il faut penser stock web national. Voilà. Donc, en fait, on a une déperdition par rapport au comportement à la fois du client qui pense être dans son magasin et du vendeur qui ne regarde que son stock. Voilà. Donc, ça c'est vraiment un truc, mais ce n'est pas insurmontable. C'est juste une question de formation. Et donc, globalement, la vente en magasin avec des vendeurs est moins performante d'un point de vue taux de concrétisation que si j'ai des vendeurs en call center. Parce qu'ils n'ont pas forcément, ils sont beaucoup plus experts. Donc en termes de conseils, c'est bien meilleur. En termes de quali, c'est bien meilleur. Mais en termes de taux de transformation, en fait, c'est moins bon. Ça va, on n'est pas filmé, donc ça ne sera pas répété, je pense. Parfait. Écoutez, un immense merci à tous deux pour vos témoignages.